bienvenue à la brasserie. Donc, vous me suivez? Bah, bien sûr. Allez, c'est parti. Donc là, en plus, aujourd'hui, on est en train de produire. Donc, c'est bien. Vous allez pouvoir tout voir, du coup. Donc, Benjamin, le brasseur Millennium, voilà. Qui, du coup, aujourd'hui, nous brasse une bière blonde, la blonde première. Alors, suivez-moi. Hop. Donc en fait tout commence ici. Vous avez notre stockage de malt. Donc en fait on reçoit notre malt qui est du coup soit de l'orge soit du blé. Nous on n'utilise que de l'orge ou du blé. On peut utiliser n'importe quelle autre céréale. Et en fait du coup on reçoit notre orge et notre blé qui sont français mais qui est malté en Belgique. C'est pour ça qu'on travaille du coup avec ce qu'on appelle la malterie du château qui est une des plus grosses malteries belges. Donc voilà, on reçoit notre malt sous forme de grains entiers. Voilà. Donc ça c'est de l'orge du coup qui va être germé. Après il va être séché et touraillé à différentes températures du coup pour ce qu'on appelle avoir du malt. Donc dedans vous avez surtout de l'amidon et des enzymes avec des protéines. Donc là vous avez ce qu'on appelle le Munich, donc qui est un malt quand même assez bleu. Ici vous avez du blé. Vous voyez, le blé a une autre forme. Donc le blé est surtout utilisé dans les bières blanches, mais on en met aussi un peu dans notre blonde parce que ça nous apporte une meilleure tenue de mousse. Et du coup après, sur les bières un peu brunes, on va utiliser des maltes qui sont un peu plus costauds. Le malt, donc là c'est du malt chocolat qui est, vous voyez, celui-là est vraiment très chauffé, enfin plus longtemps chauffé que celui-là. Du coup ça lui donne vraiment une couleur un petit peu plus très marquée. Donc là on en met très peu dans notre brune, on va en mettre 12 kg à peu près sur 200 kg de malt. Donc c'est pas beaucoup et ça nous apporte vraiment une couleur très blanche. Pour les blanches, vous utilisez... Et la blanche en fait on utilise ces deux-là. Du blé maltais, ouais. Maltais. En fait on peut utiliser du blé cru, enfin surtout des céréales crues on peut utiliser, mais le processus est un peu plus long. Parce qu'il faut le faire tremper un petit peu avant. Donc du coup, notre malt, donc on le reçoit comme ça, on va juste le concasser avant. Donc derrière vous, vous avez un concasseur. Nous permettent de prendre notre grain et de le broyer grossièrement. Ça c'est du malt concassé. Donc le malt concassé, vous voyez, il y a un petit peu plus de poudre. On voit quand même qu'il reste encore des grains entiers, mais quand on regarde de plus près, ils sont quand même un peu cassés en deux, vous voyez. Donc du coup, le fait de le casser, ça va nous permettre de mieux extraire les sucres fermentescibles. On serait directement avec les grains entiers, avec l'enveloppe qui protège quand même pas mal, ça serait un peu plus compliqué. Là on a du malt Pils, c'est ce qu'on a le plus, c'est du malt blond de base qui est utilisé, on peut l'utiliser à 100% dans une bière celui-là. Celui-là va vraiment nous apporter une couleur assez blonde à notre bière. Et après, en fait, c'est de l'assemblage de malt. On va utiliser par exemple du malt biscuit et Vienna qui est un peu plus foncé pour faire une ambrée. Mais celui-là, on peut l'utiliser, ces deux-là, on peut les utiliser entre 25 à 30% du mélange. Au-delà, on risque d'avoir un problème d'amertume au niveau, d'un ressenti amertume au niveau de notre bière. Le chocolat, c'est pareil, c'est celui que vous avez vu. Et après, l'unique, on l'utilise dans notre blonde. Nous, en fait, des maltes, il y en avait, je dirais, une cinquantaine de variétés, en plus avec toutes les céréales différentes. Et maintenant, avec les bières sans gluten, donc on essaye de trouver des céréales qui n'ont pas forcément de gluten. Du coup, on a, par exemple, je crois que ça doit être le quinoa, les bières au quinoa, tout ça, c'est en train d'arriver. Mais nous, on ne fait pas de bio ni de sans gluten. Donc bon, on utilise des maltes assez basiques. On n'a pas toute une... Bon là on a une palette avec des maltes un peu bizarres, on peut avoir du malt tourbé par exemple, comme dans les whiskies tout ça, ou des maltes acides. Des maltes acides ça va nous permettre de faire des bières un peu plus sour, un peu plus gueuses, voilà. Et du coup c'est vraiment en fonction de ce qu'on veut faire comme bière, on choisit nos maltes. Donc là pour notre blonde on met surtout beaucoup de Pils, on va mettre un sac de wheat et puis un demi-sac de Munich pour apporter juste une petite couleur un peu dorée. C'est vraiment l'assemblage, c'est un peu comme dans le vin quand on assemble différentes cuvées pour avoir au final c'est un peu pareil. Voilà. Et donc après, donc là ça c'est la première partie. Hop, le concassage on va le faire le jour du brassin. En fait aujourd'hui Benjamin a lancé le brassin, donc il avait préparé tous ses sacs. Il a concassé en même temps qu'il lançait. Donc une fois que le concassage est terminé, on concasse, on concasse un sac, hop, on le vide directement dans la trémie. Après avec une vis sans fin, ça nous permet d'emmener notre malt directement dans notre cuve de brassage. Donc du coup, il concasse un sac, il le verse, hop, il concasse pendant ce temps-là, il concasse l'autre sac et puis ainsi de suite.
Notre malt va arriver du coup dans notre cuve de brassage, donc qui est cette première cuve là. Vous allez pouvoir monter juste après. Donc là vous avez la cuve de brassage où en fait notre malt va se mélanger à l'eau. Ici on va rester à peu près entre 2 et 3 heures en fonction de la recette et en fonction de ce qu'on cherche comme bière. Là, sur la blonde, ouais, on doit être à 2 heures. Et donc, du coup, ici, qu'est-ce qui va se passer? On va maintenir notre mélange qui est assez pâteux parce qu'on a de l'eau et du malt. On a à peu près 800 litres d'eau pour 200 kg de malt. Donc, ici, on va essayer de maintenir à chaud à peu près 60 degrés, qui va nous permettre, du coup, à cette température-là, de libérer les enzymes qui vont venir découper les sucres qui sont dans notre grain, des sucres qui sont assez complexes, en sucres un peu plus simples qui peuvent être consommables pour la levure. Une fois qu'on a fait ça, nous on fait un autre palier un peu plus chaud pour du coup découper des sucres un peu plus longs, qui vont être des sucres complexes, qui seront du coup plus nécessaires à la perception aromatique. Des sucres complexes, ça va donner de la rondeur en bouche, un aspect assez sucré, un peu à la belge. Nous, nos bières, elles sont fines et on joue beaucoup sur la rondeur. On fait pas mal de paliers comme ça, ce qui nous donne du coup au final sur toutes nos bières une certaine ligne directrice. Voilà, on a cette rondeur qu'on retrouve dans chacune des milléniums, dans une blonde, dans une ambrée, dans une blanche. Voilà. Et donc du coup ici, voilà, on fait notre petit mélange. Une fois que c'est fini, je ne sais pas si vous avez vu, mais la cuve à côté, c'est ce qu'on appelle une cuve filtre. Donc on a un filtre en bas avec des couteaux, ce qui va nous permettre de mélanger notre mélange. On mélange tout ça. Le grain va rester au-dessus du filtre, le liquide va du coup être, c'est une filtration, hein, le liquide va passer du coup tout simplement en dessous. On va juste le remettre dans cette cuve-là, et là du coup c'est ce qu'on appelle le mou de bière. Donc là on va avoir un mou qui va être très malté et très sucré, comme un peu un jus de malt. Pas d'alcool, pas de bulle, pas de mousse. D'accord. Cette étape, elle va durer à peu près, si tout se passe bien. Ça, en fait, cette étape-là, ça dépend vraiment du taux de protéines dans notre mélange. Si on a beaucoup de blé, qui lui potentiellement a beaucoup de protéines. Si on a beaucoup de blé, on risque d'avoir un mélange assez gélatineux et du coup on aura du mal à filtrer. Donc nous, vu qu'on n'a pas forcément trop de blé dans nos recettes, on filtre à peu près en 1 heure. Donc du coup on arrive ici, on se retrouve avec à peu près 900 litres de bière parce qu'en fait on rajoute un peu d'eau, ce qu'on appelle le rinçage, qui va nous permettre déjà de pousser notre mou qui peut être du coup dans notre gâteau, ce qu'on appelle notre gâteau de drèche, qui sont du coup les résidus d'enveloppe de malt et de tout ça, la partie solide en fait. Donc du coup on va pousser à l'eau, ce qui va nous permettre d'augmenter aussi notre volume. Donc on va arriver à peu près à 900 litres de mou. Une fois qu'on a tout notre mou ici, donc la partie solide, on va pouvoir, je ne sais pas si vous avez vu la petite porte, hop, on l'évacue ici dans un palox comme ça. On appelle les drèches. Les drèches, après, on les donne à un agriculteur pour ses chevaux. Donc, ça va nous permettre de faire de l'alimentation pour le bétail et pour ses chevaux. Et on a aussi quelqu'un qui l'utilise pour faire du compost. Donc, la partie solide est évacuée. La liquide, hop, se retrouve du coup dans notre cuve d'empâtage, mais qui nous sert aussi de cuve d'ébullition. Donc là, on va monter à 100 degrés et on va ajouter le houblon. Nous, on utilise toute cette forme-là, qu'on appelle des pelés. Vous voyez ? À la base, c'est des petites fleurs, des petits cônes de houblon. Et donc, du coup, ces petits cônes sont juste broyés et après extrudés, compactés sous forme de petits pelets. Voilà. Donc là, l'ébullition, du coup, va durer à peu près 1h20 sur nos bières. Elle va nous permettre de stériliser notre mou, mais aussi de permettre la bonne action du houblon. Okay. Donc là, vous avez le houblon amérisant. Donc lui, il va nous apporter, si vous voulez sentir, hein, vous pouvez. Donc en fait, on utilise 2 houblons. Un premier au début de l'ébullition qui va nous apporter de l'amertume et le deuxième à la fin qui va nous apporter de l'aromatique. En fait, le houblon fonctionne un peu comme le thé. Plus vous le laissez longtemps, plus il va vous apporter de l'amertume. Là, vous avez le deuxième qui sent un peu moins fort. Donc ça, c'est un houblon allemand et celui-là, c'est un houblon tchèque. Voilà. Les houblons, vous avez à peu près 1500 variétés de houblons différents. Et en plus, là, ils sont en train de ressortir des nouvelles. Donc, vous utilisez aussi des Américains? Non, nous, on n'utilise pas tout ce qui est Citra, tout ça, non. On n'utilise pas forcément. Il y a beaucoup de brasseries qui utilisent. C'est très, très utilisé dans tout ce qui est IPA, Pale Ale. Nous, dans notre Pale Ale, on utilise celui-là, l'Alerto Blanc, en fait, qui est un houblon allemand. Qui se rapproche du Nelson Sauvin, qui est un houblon néo-zélandais qui est beaucoup utilisé dans tout ce qui est Pale Ale, tout ça. Donc, pour les houblons, on est bon.
Et avant de finir notre ébullition, on va ajouter ça. Ces petites algues en fait. C'est ce qu'on appelle l'Irish moss, c'est du lichen, c'est de la mousse irlandaise. Et en fait, cette mousse irlandaise va nous permettre de précipiter. En fait, elle va se coller à toutes les particules pour former des plus grosses particules. Et du coup, plus les particules sont énormes, plus elles vont tomber au fond. C'est une sorte de filtration. Donc ça joue beaucoup sur l'étape d'ébullition, mais surtout en fermenteur. Donc du coup, une fois qu'on a ajouté tout ça, hop, on va passer tout notre mou dans cette cuve-là. Là, du coup, en fait, vous avez deux cuves. Dans cette cuve-là, une cuve Whirlpool. Whirlpool, ça veut dire piscine à remous. Donc en fait, cette cuve est convexe, donc elle remonte un petit peu. Et l'entrée de cette cuve, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a un diamètre différent, une réduction de diamètre au niveau de la tubulure. En plus de ça, à l'intérieur, vous avez un petit coude qui part un peu, qui revient un peu sur la paroi. En fait, on va envoyer notre produit à une vitesse très importante, ce qui va nous permettre de créer un tourbillon. Et vu qu'on a une cuve qui a un fond qui remonte un peu, bah en fait, toutes les particules vont venir s'amasser au milieu. C'est une sorte de filtration. On va laisser poser pendant à peu près une bonne grosse demi-heure, histoire que le cône, ce qu'on appelle le cône au milieu, se forme bien. Et après, on va venir récupérer notre mou à l'extérieur. Donc, à cette partie-là, vous voyez, on va venir récupérer la partie claire. Donc, cette partie claire, hop, va passer ici. Elle va passer dans ce petit radiateur, qui est un refroidisseur à plaque. Donc, notre entrée se fait là et notre sortie se fait ici. Le produit va rentrer entre 98 et 96 degrés et il va ressortir, quand tout se passe bien, à 24 degrés. Donc à température idéale pour la fermentation, enfin pour la bonne action des levures. Donc en fait, c'est simple, un échangeur à plaque, ça fonctionne comment? Donc en fait, vous avez une plaque où il y a le produit qui passe, donc notre mou de bière, une autre plaque où vous avez de l'eau fraîche, ainsi de suite, enfin, après du mou, après de l'eau fraîche, etc. Et en fait, donc du coup, plus on va avancer dans l'échangeur, plus le produit va se refroidir. D'accord? On a même une sonde de température au milieu. Au milieu, je crois qu'on doit être à peu près à 60 degrés. Voilà. Donc ça refroidit un peu instantanément. D'accord? Donc après, notre produit sort ici. Il passe par la tubulure. Et après, il va arriver. Il va sortir par notre tuyau rouge. Et après, on remplit notre fermenteur. Là, aujourd'hui, ça va être celui-là. Et puis celle-là aussi. Qui est un peu plus gros. On a deux types de fermenteurs. Donc là, ce qui va se passer, c'est que du coup, on va remplir notre cube à peu près jusqu'à ce niveau-là. D'accord? On va laisser une partie vide. C'est bon, tac. Ce qu'on va faire, c'est que notre produit, normalement, est à bonne température. On va pouvoir ajouter nos levures. Nous, on les utilise sèches. C'est comme des petits bâtonnets. Donc en fait, ces levures-là, on va les mettre directement dans notre cube. Ce qui va se passer, c'est que déjà, elles vont se réhydrater, donc ça veut dire qu'elles vont passer, elles vont se mettre dans le mou, vont se mélanger au mou naturellement. Après, on va avoir l'étape de la respiration, donc elles vont se multiplier. On va aller jusqu'à des millions, des milliards de levures. Et du coup, après, elles vont commencer leur fermentation alcoolique. Donc elles vont manger le sucre qu'on a extrait pendant l'empâtage et le transformer en alcool et en CO2. Sauf que nous, dans ces cubes-là, on ne veut pas que notre CO2 il reste à l'intérieur de notre cuve. Ça ferait monter en pression notre cuve et hop, ça exploserait. Donc ça serait pas génial. Donc en fait, on a des petits barboteurs. C'est des petits chapeaux orange. Et en fait, quand ça fermente bien, les petits barboteurs, ils sautent. Voilà. Et on a une certaine odeur aussi de fermentation. Ça sent plutôt bon. Alors en fait, nous, on fait surtout de la fermentation haute. Donc, ça veut dire qu'on fermente à entre 18 et 20 degrés. On est un peu au-dessus parce que du coup notre sonde de température au milieu de notre fermenteur, donc on régule nos températures comme ça. Mais nous on fait surtout de la fermentation haute. On peut faire de la fermentation basse, donc en dessous de 18 degrés, entre 10 et 15 degrés, ce qu'on appelle les lagers. Et sinon de la fermentation spontanée, donc en gros avec les levures sauvages qui nous entourent. Ce qu'on appelle plutôt les gueuses, et plus nos amis belges qui sont assez à fond là-dessus. La levure, on l'ajoute directement une fois que le brassin est fini. On ajoute directement la levure si la température est bonne. Si on est au-delà de 26-27 degrés, on ne va pas mettre notre levure parce qu'à température trop haute, on risque de tuer notre levure. Du coup, on attend que ça soit à peu près entre 20 et 24 degrés. Et là, on va ajouter directement notre levure par le dessus, comme ça. Et puis après, on va laisser faire naturellement. Donc du coup, tout va se consommer. Donc pendant 3 jours, on va avoir vraiment une fermentation, ce qu'on appelle la tumultueuse, où le chapeau ne va pas arrêter de monter et de descendre. Le CO2 va bien se dégager. Et puis après, ça va se poser un petit peu. Là, on contrôle ce qu'on appelle la densité. Donc en gros, le potentiel d'alcool qu'on a dans notre bière. Du coup,
on contrôle. Dès qu'on a la bonne densité, on contrôle aussi le pH pour voir si on n'a pas d'éventuelle contamination, parce qu'une bactérie acétique ou lactique peut nous faire descendre le pH. Donc si on a une contamination, c'est qu'on a eu un petit problème d'hygiène. Dès qu'on a notre bonne densité, on va faire ce qu'on appelle une maturation. Donc en fait, on va rehausser un peu en température, ce qui va nous permettre d'évacuer les mauvais gaz et les faux goûts qui peuvent être dans notre bière dus à la fermentation alcoolique. Et après, une fois qu'on a passé cette étape-là, donc là on est à peu près à 6 jours, on fait 3 jours de maturation, on est à 6 jours, on peut passer potentiellement notre bière en garde à froid. Donc ça veut dire qu'on peut passer notre produit à peu près 5 degrés. Toutes les particules vont du coup se poser au fond et en fait on va récupérer notre mou par ce tirage au clair. En plus de ça, vu qu'on a pas mal de particules qui vont se mettre au fond, donc on a des résidus de malt, des résidus de des levures mortes, on va faire ce qu'on appelle du délevurage. Donc on va venir prendre tous les jours un peu de notre produit par le bas, ce qui va évacuer les mauvaises particules et donc du coup avoir ce qui va nous permettre d'éclaircir notre produit et aussi de donner un goût un peu moins fermentaire à notre bière. Du coup, on va évacuer tout ça. Et en fait, sur nos fermenteurs là, c'est un peu difficile à faire. Et par contre, sur celui qui est derrière vous, c'est assez facile. Parce que vous voyez, nos fermenteurs là ont des fonds assez bombés, alors que là, on a des fonds coniques. Ça veut dire que ici, c'est le même principe que ces fermenteurs là. Mais en fait, la levure et les particules vont vraiment se mettre tout au fond. Et là, on a un vrai délevurage qui va se faire. Et en plus, celle-ci, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire de la bière sous pression. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous avez vu, mais au-dessus, il n'y a pas de barboteur. Le barboteur, ça, c'est un petit manouette. En fait, on va venir le fixer ici. Et en fait, on va pouvoir voir la pression qu'il y a dans notre cuve. Et donc, dès qu'on a notre pression, en fait, on va pouvoir fermer notre barboteur, ce qui va nous permettre de garder notre pression à l'intérieur. Et du coup, la bière va se gazéifier naturellement. En fait, une fois sortie d'ici, alors que là, elle n'est pas gazée. Alors qu'ici, vu qu'on a déjà du gaz, donc du coup, voilà, la partie fermentaire, donc on reste à peu près entre, au mieux, pour rester 21 jours en fermentation, maturation, garde à froid, enfin, ici. Mais voilà, donc là, c'est toute la partie fermentation. Une fois qu'on a notre produit qui a fermenté, on est à peu près à 5 degrés en alcool. Hein. On est à peu près à 5 degrés en alcool dans nos fermenteurs. Nous, on fait des bières à 5,6. On fait des bières à 5,6. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va rajouter un sirop de sucre, ce qui va nous permettre de refaire une refermentation. Vu qu'on a des levures qui sont encore vivantes dans notre fermenteur, on va les transférer, on va tout embouteiller. En fait, en ajoutant du sucre, ça va nous permettre de les réactiver et de refaire une refermentation. Donc du coup, on remplit donc notre fermenteur va venir ici, on remplit avec pompe, hop, directement. On rajoute notre sucre, d'accord. On va venir embouteiller, donc embouteilleuse automatique 9 bec, 33,75, capsuleuse. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on fait des magnums de bière aussi. Des magnums de 1 litre, de 1,5 litre et on fait aussi des Jéroboam de 3 litres. Et en fait, on les fait avec cette petite embouteilleuse à main. En fait, là-dessus, on peut empiler 2 brassins d'à peu près, on va être entre 800 et 850 litres de mou. Donc du coup de bière à la fin. Donc du coup on peut empiler 2 brassins sur une journée en embouteillage, ça passe assez bien. Donc voilà, donc là c'est embouteillé, capsulé, étiqueté. On a l'étiqueteuse en suivant avec le petit marquage du lot. Donc là on a tout notre stock d'étiquettes, enfin tout notre stock. Donc une fois qu'on a fait ça, donc ça dure, voilà, ça dure le temps d'une journée pour 2 brassins. Et après en fait on va tout passer dans cette pièce là. La meilleure pièce de la brasserie. L'été il fait frais, l'hiver il fait chaud. En fait, c'est ce qu'on appelle une salle de refermentation. Donc ici, on va essayer de refaire les mêmes caractéristiques dans nos fermenteurs. Il fait 24 degrés tout le temps. Il fait, si j'éteins la lumière, il fait sombre, hein, d'accord, puisque les levures n'aiment pas forcément, enfin la bière n'aime pas forcément la lumière. Donc du coup ici, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont faire pareil qu'en fermenteur, sauf que là, elles vont pas forcément se multiplier. Elles vont manger le sucre, produire de l'alcool et du CO2, mais là, le CO2, il est obligé de rester dans la bouteille. Du coup, il va permettre de gazer notre bière. Donc là, celle-ci, vous voyez, elle commence à se poser. On voit bien la lie, ce qu'on appelle la lie. Et donc du coup, celle-ci a été embouteillée vendredi. Donc vous voyez, elle commence à s'éclaircir un petit peu. Bon, c'est encore un peu jeune, mais là, potentiellement, elle a déjà du gaz. Et elle a le bon taux d'alcool. Voilà. Et elle reste combien de temps Ici, 3 semaines. 3 semaines. Ouais, on reste 3 semaines ici, au mieux. Après, à partir d'une semaine, elles ont déjà et du gaz et de la mousse, parce que du coup, le CO2 reste à l'intérieur. Et quand on va ouvrir, pchit, on va entendre
Le pchit, ça va être le CO2 qui va vouloir partir de la bouteille. Donc du coup, les bulles vont nous permettre de créer la mousse et du coup, on va avoir l'aspect gazeux quoi en fait avec les bulles. Voilà. Et donc du coup, la refermentation va nous permettre aussi de monter un peu notre degré d'alcool parce que du coup, on était à 5 degrés, il nous manquait 0,6 d'alcool, donc du coup, on va atteindre assez facilement notre alcool. Voilà. Donc, un autre exemple, celle-ci a été embouteillée, ça va faire au moins 1 mois. Celle-ci est vraiment plus claire, il faut limite à travers. Donc ça, c'est dans nos fermenteurs classiques à fond bombé. Et maintenant, je vais vous montrer avec notre nouveau fermenteur, avec le fond conique, qui a 2 semaines. Vous voyez que l'aspect fond conique joue vachement plus parce que la lie est très très fine. Voilà, et elle s'éclaircit très rapidement. Donc en fait, pour nous, c'est quand même un bon moyen d'accélérer notre production. Donc voilà, on a 80% de cette pièce-là qui peut être consommable à l'heure actuelle, mais sinon on préfère vraiment rester 3 semaines ici pour que la bière soit bien comme il faut, ce qu'on appelle aussi la maturation. Elle va gagner en goût, elle va s'affiner en goût, donc du coup on préfère vraiment respecter ces 3 semaines ici pour éviter de vendre une bière qui n'est pas forcément celle qu'on attend. Donc voilà. Et donc après, on passe ici. Ça coûte combien l'embouteillage? Ouais. Alors celle-ci était d'occasion. On est à peu près avec l'étiqueteuse, on doit être à peu près à 120 000 euros. Ouais. Et en plus, nous, c'est une embouteilleuse assez classique, donc ça veut dire qu'on a, en fait, si vous voulez, les becs, vous avez vu les becs d'embouteillage. Ils s'ouvrent et en fait, ils vont faire ce qu'on appelle la succion. Donc ils vont enlever l'air qu'il y a dans la bouteille et après, le produit va couler automatiquement. Il n'y a pas forcément de pression, je veux dire, on n'a pas de manomètre, on n'a pas de pression à gérer. Mais par contre, les embouteilleuses qui font du sous-pression, de la bière qui est déjà gazée, c'est le double, voire. Donc voilà, donc en fait, nous, on a différentes gammes. On a déjà la gamme classique avec la blonde, l'ambrée, la blanche, la brune et la pale ale. Ces 5 bières-là sont à 5,6 en degrés d'alcool. Là, on va plus être sur une blonde un peu à la belge, donc beaucoup de rondeur sur nos bières. Mais là, on va vraiment être sur un aspect un peu plus banane. Ici, très caramel, un peu plus d'amertume. Là, on va être sur un peu plus de fraîcheur et une légère pointe d'acidité pour l'aspect un peu plus rafraîchissant. La brune, très café mocha. La pale, on ne va pas être forcément sur des fruits tropicaux, mais on sera plus sur fruits blancs, raisins, pêche, abricots. Et voilà, du coup, nous on fait c'est marqué, on fait finement houblonné, donc on fait un léger dry hop. Ce qu'on appelle le dry hop, ce que je ne vous ai pas expliqué en fait, c'est au moment de la garde à froid dans notre fermenteur, on va venir ajouter notre houblon directement. On va peser une certaine quantité de houblon et on va directement le mettre dans notre fermenteur. Et donc du coup, après à froid, il va libérer surtout des arômes plutôt que de l'amertume. Et en plus de ça, il va aider à améliorer notre tenue de mousse. On peut le mettre à différents moments, enfin c'est très complexe, on peut le mettre, moi j'ai essayé de le mettre aussi juste après, 2-3 jours après le début de la fermentation, pour avoir un goût vraiment différent, c'est très vaste le dry hop. Du coup après on a une deuxième gamme en partenariat avec la marque Bernard Loiseau, avec une blonde au miel, une blanche de blanche aux graines de moutarde et une blonde au cassis. Donc en fait, ces 2 bières-là, elles ont pour base notre bière blonde. Sauf qu'au moment de l'embouteillage, on ne va pas mettre de sucre blanc classique, on va mettre du miel et ici du sirop et du nectar de Bourgogne. Et pour la blanche, c'est pareil. On prend notre base de blanche, sauf que on va rajouter un petit mélange d'épices avec coriandre, graines de moutarde et écorce d'orange. Ce qui va apporter un peu un goût épicé. Alors c'est très léger, c'est très fin. Donc du coup, ça va nous apporter un peu plus de fraîcheur que sur notre blanche classique. Et donc voilà. Il y a un maximum de litres pour l'appeler bière artisanale. Oui, faut faire à peu près 10 000 hectolitres à l'année. Mais nous, on fait à peu près, là on a fait 734 hectolitres. Donc on y est encore très loin. Du coup, je vous propose une petite dégustation. Et santé. Donc là, vous avez la blonde première, du coup. Donc vraiment plus à la belge, à 500-600 degrés d'alcool. Plus sur des arômes de banane. Vous voyez, vous avez la partie claire. Moi, j'ai plus les levures. C'est pas grave, j'aime bien ça. Ça me dérange pas. C'est là où on retrouve le plus de goût en fait dans les levures. Enfin, je le trouve personnellement. Voilà. Après, certains consommateurs vont voir un peu l'aspect répugnant de oh pauvre c'est des levures, c'est pas très beau en couleur, c'est pas gégène. Mais en Belgique on sert déjà la partie claire, donc ce que vous avez. Et à côté vous avez un petit shooter et en fait ils mettent la lie dedans. Ça c'est une bière belge qui s'appelle Opus, donc ils ont leur verre classique.
Et puis à côté, Ils ont ça. ils ont le petit shooter. Voilà. Du coup, ils versent la bière et puis après, hop, ils versent la vie dans le petit shooter. On a l'ambré. Hop. Donc là, l'ambré, voilà, plus caramel, très maltais. Donc là, la pale, donc là vous avez vraiment 3 bières différentes. Donc la pale, là, on est vraiment plus sur fruits blancs. Moi, je sais que ça, on a fait ça. Faire une bière plutôt blonde, mais il fallait surtout utiliser du houblon frais, houblon français et local. Donc du coup, nous, on s'est renseigné, et en fait, on a un petit houblonnier qui s'est monté à Corberon, à côté de Beaune, Adrien Darfin. Et en fait, on lui a dit, bah tiens, il nous faudrait du houblon pour faire cette bière-là. Et du coup, il nous a filé, on l'a vu avec lui, il nous a filé du houblon du Cascade, plus un houblon américain, et frais en plus. Donc du coup, on a fait cette bière, plus une pale ale, mais avec du houblon frais. Le petit truc, c'était voilà, de faire une bière avec du houblon frais. Mais si on pouvait trouver un malteur à côté de Beaune, ça serait pas mal, quoi. Ça serait vraiment bien. Parce que bon, notre malterie est très bien. On a du malt qui est stable. On n'a jamais trop de problèmes. Mais si on peut faire du local, ça serait mieux. Bon, l'orge vient quand même de France. Il est certifié français. Après, il est maltais en Belgique et il revient en France. Donc pour...